global, visible, tangible pour nous tous. Individuellement, on a des maisons qui sont de véritables châteaux forts, avec des barricades partout, des cris en fer, des chiens méchants, des gardiens pour ceux qui peuvent le faire, parce que l'intrusion chez nous, dans nos maisons, c'est une des menaces à laquelle on doit faire face immédiatement. Quand on garde sa voiture d'or, on n'est presque pas sûr. Sortir, parler avec son téléphone, on n'est presque pas sûr de pouvoir arriver avec le téléphone toujours entre les mains. Donc, ça se voit que le niveau de sécurité dans notre pays est relativement, pour ce qui concerne la protection contre nos biens ou contre nos personnes, relativement élevé. Mais c'est plus grave que ça. Au mois de février 2021, juste avant les émeutes, nous avions écrit un article qui portait sur la situation économique du Sénégal et qui reprenait des informations et des analyses de diverses organisations internationales, dont le FMI, et qui disait nous avions écrit qu'on n'était pas à l'abri d'émeutes ou de troubles à l'ordre public dû à un sentiment profond d'injustice, ou en tout cas d'insécurité alimentaire et d'insécurité financière qui faisait qu'il y avait des risques d'éruption volcanique dans notre pays. Quand je dis volcanique, c'est le mot populaire, parce que nous sommes un pays où la moitié de la population, en temps normal, sans crise ukrainienne, sans Covid, sans aucune contrainte externe, nous sommes un pays où la moitié de la population, par les statistiques du FAO ou de la FAO, la moitié de la population vit une situation de sous-alimentation modérée à grave. Et 1 million de personnes vivent une situation d'insécurité alimentaire grave. Donc, nous sommes un pays exposé à une forme d'insécurité liée à des potentiels troubles. Et il ne faut jamais sous-estimer cette forme d'insécurité. Je viendrai aux autres formes d'insécurité intérieure. La sécurité intérieure se définit sous plusieurs volets: la sécurité publique, la sécurité civile, contre les accidents, etc., la sécurité sociale. Je suis en train de l'aborder par le volet qui me semble le plus, auquel on est le plus exposé. Prenons un exemple comme un pays comme la Tunisie, pénalisé. Jusqu'en 2011, pour tous les experts du monde entier, était l'un des pays les plus sûrs au monde. En effet, c'était un pays où on pouvait se faire difficilement. Il fallait vraiment chercher pour se faire agresser dans la rue, pour perdre son portable comme ici, pour être l'objet de visite par des visiteurs du soir. Mais un beau jour, un certain Bouazizi a eu la mauvaise idée de se faire immoler par le feu et le pays tout entier a flambé. Il ne savait pas que ce pays, c'est l'ensemble des pays de la sous-région, comme en effet des noms, qui se sont mis à flamber. On a vécu toute la suite. Et au Sénégal, il faut faire attention à cette situation d'insécurité globale, collective, qu'il est difficile de définir, mais qui provient du fait que le sentiment j'allais dire, d'insécurité alimentaire ou individuelle est tellement fort qu'il jette des gens dans la mer, aller à l'aventure au risque de perdre leur vie. Et quand les gens en viennent à cette situation extrême, de risquer tout, d'être prêt à tout pour se sortir de ce qu'ils considèrent comme un enfer ou un précipice plus profond, c'est que le sentiment est très grave. Je pourrais insister sur d'autres volets de la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité civile, le fait qu'il y ait beaucoup d'accidents de la route qui tuent,
de manière parfois tellement absurde. On a de manière récurrente et régulière des conseils des ministres, un tas de réunions et autres consacrées, des émissions consacrées à ça et des mesures d'ordre administratif, législatif ou autres réglementaires pour pouvoir prévenir ce mal. J'ai été ministre des Infrastructures, je sais de quoi je parle. Mais j'y reviens très rapidement, mais je dis, la menace la plus grave de mon point de vue, à laquelle nous sommes exposés et dont le niveau est extrêmement élevé, parce qu'il faut ordonner par niveau de risque, me semble être ce risque-là. Et il est tout le temps plus accentué qu'un pays, c'est des institutions qui sont censées précisément protéger les citoyens. Pas seulement contre, ça c'est la police et la gendarmerie et autres qui veillent, contre les agressions, les intrusions dans les maisons, les vols à l'arraché. Mais ce sont des institutions qui sont chargées de donner aux citoyens le sentiment d'appartenance à une collectivité qui fait sens. Mais non seulement le citoyen, quand il fait l'objet de vol à l'arraché, de vol tout court, de portable, il n'a presque plus où se plaindre. Il m'est arrivé souvent de donner l'exemple de cet ami qui s'est présenté à Mout au commissariat pour porter plainte contre le vol d'un portable. On lui a dit l'ordre d'ordre une dame, l'ordre d'ordre. D'autres ont géolocalisé précisément là où leur appareil se situait. On dit aux policiers à côté, voilà ce groupe-là, mon portable est là-dedans. Nous, on n'est pas là pour ça. S'ils vont à la section de recherche, il faut encore. Quand on est citoyen, qu'on est l'objet, on n'a pas la protection adéquate vis-à-vis des forces de sécurité qui sont censées faire des rondes, veiller, que le citoyen ait le sentiment que véritablement, dans son quartier, dans son environnement, la police fait des rondes, fait de la prévention. Et en plus, si nous-mêmes on joue au détective et qu'on arrive à essayer de retrouver, qu'on fasse face à une sorte d'indifférence, ça exacerbe aussi le ressenti qui peut nourrir le premier ressenti que j'exprimais tout à l'heure, qui est le sentiment que notre pays ne nous donne pas le minimum de pain ou d'opportunités pour pouvoir vivre correctement. Et en plus de cela, notre pays ne nous assure pas la sécurité nécessaire et l'assistance surtout nécessaire quand il y a des problèmes. Ici, ajoute, et le sentiment est plus profond de nos jours, je crois, que en face, le sentiment, et c'est le sentiment le plus, l'être humain peut supporter beaucoup de choses avec une forme de stoïcisme ou j'allais dire, de certaine résignation. Mais quand il s'agit d'une injustice flagrante, ça nourrit des sentiments de révolte qui aident à, j'allais dire, accélérer ou accentuer les autres formes d'insécurité que je viens d'évoquer. Les gens vont à la mer, ils ont le sentiment qu'on leur vole le portable ou autre, et ils ont le sentiment que l'État qui est censé être celui qui protège, parce qu'on dit entre le faible et le fort, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui assure. Mais la loi, c'est qui? C'est l'État. Et ils ont le sentiment que l'État est injuste et l'État a été privatisé par une caste qui se refuse d'entendre non seulement, mais qui fait preuve d'injustice pour les ressorts de l'État pour imposer une insécurité, une injustice aux citoyens. L'exemple le plus patent, c'est, on le vit actuellement, hein. Il y a eu des gens qui peuvent être noyés dans le bateau de Diola. On efface pour ainsi dire, ça passe. On peut détourner 1 000 milliards en Covid, ou en tout cas mal utiliser une bonne partie et détourner une grosse partie. On banalise, on dit que c'est quoi 6 milliards qui sont partis par des caisses privées.
pris dans des sachets, amenés chez les domiciles privés. 6 milliards, on dit, c'est peanuts. Okay? Notre pétrole dont on parle tout à l'heure, dont on dit quelles sont les ressources naturelles à partir au peuple, on pourrait y revenir. Tout le monde sait que les gens se sont déjà largement servis dessus. Et en face, les institutions qui jouent le rôle de protection de la population contre cette forme d'injustice qui est une des premières formes d'insécurité ou une des premières sources d'insécurité dans un pays, les institutions sont détournées et privatisées. Après, c'est ce qu'on vit actuellement comme ça, avec cette histoire de commission d'enquête parlementaire. On voit bien que le Parlement qui aurait dû être l'organe de contrôle et d'évaluation de toutes les politiques publiques, et en particulier de la politique de sécurité intérieure de notre pays, de son efficacité, du niveau de satisfaction des citoyens vis-à-vis de cette politique, que ce Parlement s'en moque pour ainsi dire. Il y a eu des émeutes qui sont passées, des citoyens sont morts, d'autres ont perdu leur bien, donc ont été victimes d'une insécurité collective, les gens ont été brûlés dans les bus. Vif, le Parlement qui aurait dû se saisir de ces questions a préféré regarder ailleurs. Il y a eu des enquêtes, j'allais dire, de pure forme, s'il y en a eu. Personne ne sait dans quelles conditions sont mortes atrocement et pour quelles raisons et par qui les 2 personnes qui sont mortes dans le bus. Tout comme le bateau a emporté 800 et quelques personnes sans qu'on en sache les raisons objectives et qu'on ait pris des mesures pour éviter que ce genre d'insécurité liée au transport, que donc l'insécurité civile, ne soit traitée. Ça, c'est l'évanescence de l'État. Mais voilà tout d'un coup que le Parlement se réveille à la 25e heure parce qu'un des membres du clan qui dirige le pays, un des membres de la petite équipe qui dirige le pays, croit que ses intérêts personnels ont été spoliés. Et tout le pays va être mis sens dessus-dessous pour essayer de convaincre que la plus grande menace à laquelle fait face le Sénégal, c'est cette situation-là, et non les émeutes qui sont passées, et non les gens qui meurent en mer, et non. J'irai plus loin. Je dirais que nous sommes, pour ainsi dire, tous dans le vouloir en insécurité, parce que ce qui fait un État, le respect des normes pour lesquelles on a construit un État, le respect des normes est la dernière des choses communes. Les gens vivent sur des pipelines de la SAR qui vont jusqu'au port sans savoir qu'ils vivent sur des bombes de potence. Les gens vivent sous des lignes de haute tension qui transportent 250 kg ou 90 kg. Et il suffit qu'il y ait il y a eu une ligne à Thiès vers le centre de transformation à l'entrée de Thiès, qui connaissent en rentrant après le garage, la gare routière et en allant vers le ici à droite. Il y a eu une explosion au moment, le ministre des Transports, c'était, je crois, 45 000 volts ou en tout cas 90 000 volts. Et si vous voyez les maisons qui étaient à côté, tout était cramé. Les meubles cramés, les sols cramés complètement. Par un court-circuit qui a eu lieu sur un centre qui était à 500 mètres, 800 mètres. Les fils, comme des brindilles, les fils ont explosé comme des brindilles. Aujourd'hui, de Dakar à quasiment Saint-Louis, toute l'évacuation de l'énergie de Manantali, l'évacuation des centrales de Kounoun, des lignes à haute tension surplombent toutes les maisons, surplombent des activités. On croit qu'on est tranquillement en sécurité. Il y en a même qui font des antennes, qui mettent R+1 à moins de 100. Alors que les normes les plus élémentaires qui disent qu'on doit avoir une distance réglementaire
qui est une distance scientifiquement établie par rapport aux lignes à haute tension, ces normes ne sont pas respectées au vu et au su de tout le monde. Comme les normes d'urbanisme, etc., ne sont pas respectées, le domaine public maritime n'existe même plus. Hein. Il suffit d'être là pour ça, en rendre compte. Et nous n'avons pas inventé le domaine public maritime pour rien. Ça n'a pas été inventé. Les normes internationales des villes construites depuis 3000 ans. Vous allez en Athènes, vous allez à Rome, vous allez ailleurs, vous allez des villes qui ont 600 ans ou 400 ans, Houston, vous voyez la plage complètement dégagée. Nous, on n'a plus de plage. Et c'est des ruelles étroites où, quand il y a un extravilement ou inondation ou problème, on n'arrive même pas à accéder. Parce que les normes de sécurité et afférentes ne sont pas respectées. J'aurais pu continuer la litanie, mais nous avons compris, comme on est enserré dans un capital temps, que la sécurité intérieure, qu'on peut aussi lier à la sécurité extérieure. Je n'ai pas voulu évoquer notre sécurité liée au narcotrafic. On a vu récemment comment 6 de nos commandos marins, à qui je rends un hommage appuyé, ont disparu en mer. Parce que notre sécurité intérieure n'est pas liée qu'à notre capacité ou au nombre de nos agents de police, à leur équipement, etc., mais aussi liée à notre capacité de faire respecter l'ensemble des autres normes qui fassent qu'on a un État solide, qui soit résilient par rapport à beaucoup de formes de menaces qui varient. Les menaces varient dans le temps et dans l'espace. Là, on est dans les menaces de cybercriminalité, mais on est menace aussi à une sécurité, on est exposé à des menaces de sécurité extérieure qui ont des retentissements à notre sécurité intérieure, du fait que toute la sous-région est à quasiment feu et à sang, pour ainsi dire. En tout cas, qu'il y a des situations extrêmement troubles. Mais on est surtout exposé au fait que, du fait de la porosité de notre frontière et de l'affaissement de l'esprit de service public chez tous les Sénégalais de manière générale, il faut le dire ainsi, mais en particulier les fonctionnaires de certains corps, on voit bien comment les narcotrafiquants en tout genre, les trafiquants d'or en toute espèce, les trafiquants de bois de toute forme, pillent nos bois, nos ressources frontières. Nos ressources frontières sont évacuées par la Gambie, aussi au vu de tout le monde. Hein. La moitié du pays a été déforesté sous notre regard, avec la complicité de tous ceux qui étaient censés protéger le massif forestier. Commencez par Tama. Les régions qui étaient épargnées, c'était les zones où il y avait la guerre en Casamance. Parce que les gens avaient peur d'y aller. Le Fouta s'est perdu depuis 70. Donc, on peut dire que l'absence d'une sécurité publique, d'une politique de sécurité et l'évanouissement de l'État a des retentissements sur toute forme de menace à notre sécurité qui sont très différentes. La sécurité de l'environnement, la sécurité maritime, la sécurité civile, la sécurité extra. Toutes ces formes parce que l'État a tendance à s'affaisser, à ne pas respecter ses propres normes, à fonctionner de manière irrationnelle. Je crois que ça, c'est un peu... Et la réponse à ça, ce n'est pas qu'une politique de sécurité sécuritaire ou une politique de sécurité forte. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, le régime de Ben Ali, qui était un régime extrêmement policier, d'ailleurs, leur armée était beaucoup moins forte que leur police. Et la garde nationale à la police réunie était beaucoup plus puissante que l'armée au sens de notre défense extérieure. Et ça n'a pas empêché le régime de s'écrouler comme un château de cartes en quelques heures. Et après, du fait de la déliquescence de tout le régime social, qui fait qu'on est État, qu'on est pays,
que les citoyens croient en l'État et au pays. Il y a eu les salafistes, des groupes. Le pays a éclaté en 1000 petites, et ça fait 10 ou 12 ans, depuis 2011, on est en 2025. Le pays aujourd'hui tombe sous les sirènes d'un populiste, excusez-moi de dire ainsi, de parler ainsi d'un pays étranger, mais c'est la caractérisation scientifique qui fait que tous les pouvoirs ont été confisqués, on est revenu à une forme peut-être pire que sous de démocratie en tout cas, peut-être pire que sous Benin. Donc, la réponse sécuritaire, la réponse en tout cas n'est pas que tout sécuritaire. La réponse, nous avons dans notre programme au volet 10 consacré à la sécurité, au renforcement des mesures de lutte contre toute forme d'insécurité que je viens de décrire, depuis le plus petit vol jusqu'à la cybercriminalité, en passant par. Mais la réponse globale, elle est d'abord une réponse, la réponse, elle est d'abord une réponse holistique. Il faut un État. Vous avez compris tout à l'heure, ce n'est pas pour faire dire du mal de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel ou des autres pouvoirs que j'ai évoqué ce sujet, mais c'est juste dire qu'il faut d'abord un État fort. Je ne dis pas qu'il faut qu'un État fort, mais il faut un État fort, avec des hommes et des femmes de valeur, une république de valeur, qui se soumettent eux-mêmes d'abord aux lois et qui soient au service public et qui le montrent, qui se donnent un exemple. Comme notre parti, tout notre programme peut être résumé dans notre parti, dans le nom de la dénomination de notre parti, République des valeurs. Sans cela, il n'y a rien. Sans cela, les étudiants peuvent avoir le sentiment qu'on les a évacués injustement depuis des mois, qu'il n'y a pas l'Assemblée nationale qui se soucie de ça, qui ne cherche même pas à comprendre pour quelle raison, alors que l'Assemblée nationale vote le budget confie au ministère de l'économie, plutôt au ministère de l'Éducation nationale, et l'Assemblée nationale vote le budget sans demander à l'Éducation nationale. Mais pourquoi les étudiants de l'UQAP sont dans la rue ou en vacances depuis plus de 6 mois et ne cherchent pas à comprendre, mais cherchent à s'occuper du cas d'un individu? Donc, il faut une république, d'abord, qui fasse sens, qui soit la chose commune qu'on partage, qui ait un objectif commun, un but commun, comme dit notre devise, un peuple, un but, une foi, et que ça s'applique à tout le monde, en particulier à ceux qui dirigent. Une fois que les bases de la République sont solides, avec des hommes et des femmes qui croient, qui sont au service public, il faut une République qui donne un minimum de sens à la vie de ses citoyens et qui donne un minimum de chance, de sens au sens que le médecin, le policier, le Sénégalais lambda qui vit, qui est formé comme le jeune Américain, je crois au Sénégal, c'est ma patrie, c'est ma République, et je donnerai tout pour cette République-là. Le sens de ma vie, c'est d'apporter à ma collectivité tout ce que je peux et d'y trouver aussi mon compte. Tant que cette histoire n'a pas été racontée à nos enfants depuis le bas âge et qu'on le projette à chaque étape, et qu'on dise que le sens de la vie, c'est de pouvoir être un monsieur qui roule en 4x4, quels que soient les moyens que vous avez, par lesquels vous les avez acquis, et souvent en détournant l'argent public sans que personne ne puisse quelque chose. Si on n'arrive pas donc à refaire ça, c'est perdu, il y aura toujours des risques énormes. Donc le deuxième point, il me reste 2 minutes, je vais terminer. Donc donner un sens à la vie de tout le monde, donner une chance en faisant en sorte qu'on puisse produire. C'est pourquoi nous disons, nous voulons faire du Sénégal l'usine de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est possible. Nous ne pouvons pas comprendre qu'au XXIe siècle, nous continuons à exporter du rani, à importer du rani de Dubaï et à exporter nos fruits d'un pays qui ne produit pas de fruits pour importer à la place du jus de fruits. À exporter toutes les peaux de moutons, de bœufs, de bêtes qu'on égorge à longueur d'année pour des sacrifices mystiques comme pour des raisons à Tabaski, la Côte, les Macan,
et à importer des chaussures, des choses élémentaires qui ne demandent aucune technicité. Nous voulons être l'usine de l'Afrique de l'Ouest, et c'est possible. Nous pouvons transformer beaucoup de choses chez nous. Il ne faut pas comprendre que même pour faire le nebedaï en sachet, on puisse avoir recours à d'autres. Nous voulons faire en sorte que le Sénégal soit la clinique de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous pensons que nous ne pouvons pas continuer à former des techniciens, tunisiens, et aller se soigner chez eux. Si c'était la compétence qui nous manquait, on peut comprendre. Mais ce n'est pas la compétence qui nous manque. Puisque nous faisons et que nous étions, dans les années 60, l'un des centres par lesquels, en maladie infectieuse, l'un des meilleurs centres au monde. On citait Atlanta, on citait le centre de Colombie, j'ai oublié le nom, en Inde là-bas, et nous, on était parmi les 4 au monde. Aujourd'hui, en matière de recherche sur les maladies infectieuses, on traîne derrière. Et quand des gens comme les professeurs de la fac de Dantec ou de FAC font des efforts, mais parce que ce n'est pas des politiques, parce que tout est politique chez nous, ils sont venus. Donc, nous voulons faire du Sénégal la clinique, mais aussi l'université, parce qu'on a les ressources nécessaires, parce qu'aussi on peut ouvrir en matière de nouvelles technologies, des formations extrêmement importantes pour former des centaines, voire des milliers, l'un des meilleurs au monde. Centre de formation d'ingénieurs, c'est l'école polytechnique de Thiès. Reconnu. Le SP, reconnu. J'aurai le temps, je vais développer par des anecdotes précises. Et nous devrons pouvoir former des centaines et faire comme l'Inde à un moment donné, qui avait signé avec l'Allemagne, envoyer 3000 ingénieurs informaticiens par an, et plus tard devenir une start-up pour d'autres pays qui développent. Nous voulons être un pays où la révolution numérique sera une réalité. Un pays où on n'est pas sans certificat de nationalité, pour aller à un hôpital, quand on est dans une ambulance, on est baladé à gauche, à droite. Bon, comme je peux révolutionner la nuit, je dois m'arrêter même si je n'ai pas terminé, je dirais une chose ou deux. On arrête de nous faire croire que c'est par le référendum de 2016 que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Les ressources naturelles, constitutionnellement, ont toujours appartenu au peuple sénégalais. Il faut bien comprendre que la différence est, aux États-Unis, vous avez votre maison, vous avez un puits de pétrole là-dedans qui est découvert, c'est pour vous. Vous avez de l'or là-dedans, c'est pour vous. Et vous avez le droit de forêt, vous avez le droit de vente. C'est comme ça que l'histoire des États-Unis a démarré. Au Sénégal, de par nos lois et de tout temps, l'or, le pétrole, etc., appartiennent au peuple. Comme en France, comme ailleurs. Et aux États-Unis, comme dans d'autres pays, c'était différent. Donc, ce n'est pas la proclamation qui est importante. On voit bien qu'il est proclamé que nos ressources appartiennent au peuple, mais parce qu'il n'y a pas justement d'Assemblée nationale, il n'y a pas d'institution, nos ressources sont chaque jour. Donc, elles n'appartiennent pas en fait, en vérité au peuple, elles appartiennent à la République. Je vous remercie pour votre attention. D'abord, bravo. Vous êtes arrêté, on va dire, pile à l'heure. Et je dis encore merci d'être venu à l'heure. Et si cela ne tenait qu'à moi, d'ailleurs, j'allais vous donner 5 minutes pour ça, parce que vous êtes venu déjà patient. On n'a pas toujours eu ça. On a eu des retards, vraiment des cas graves de retard. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. On va juste permettre à Tierno de démarrer avec ses questions. Non, l'autre Tierno. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, on va dire, l'honneur d'avoir 2 marabouts, 2 Tierno. Et donc, voilà, Tierno Souleymane Diop. Voilà. Merci, docteur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'assistant. Je vais dire la même chose. Je remercie tous ceux qui ont l'habitude de faire dans ce débat. Qui, pour moi, est important parce que c'est consacré à la République, à la République des Valais. Mais à la République tout court, parce que
Nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que j'ai l'habitude de dire que la station présidentielle est une station très grave. Et on ne peut pas s'aventurer à confier notre destin pour les 5 prochaines années à n'importe qui. Alors, nous avons le droit d'inviter ceux qui prétendent nous diriger, parce que c'est la vérité, de les écouter et de les éprouver. Et comme disait le docteur Astou, pas dans le sens de les nuire, mais d'entendre leur projet de société. Parce que personnellement, moi, je ne crois pas à la rencontre d'un homme et de son peuple. Je crois à la rencontre d'un peuple et des idées. Parce que les hommes et les régimes passent, l'État perdu. Donc, nous avons besoin d'idées fortes. Nous avons effectivement besoin d'une république forte qui va déterminer le sens de ce pays et qui va pouvoir nous guider vers des chantiers qui sont inondables. Donc, moi, je vous ai écouté. Je vous ai écouté avec beaucoup de minutie et religieusement. J'ai noté des points saillants dans votre discours. D'abord, vous féliciter d'avoir d'être venu réunir avec nous des espaces de dialogue, comme vous avez dit, qui permettent de structurer les débats et les idées. Alors, revenons dans vos propos par rapport encore au thème d'aujourd'hui, consacré à la sécurité intérieure, mais aussi un peu à votre programme. Je pense que vous avez raison. Nous avons besoin d'aujourd'hui de rassurer les citoyens sénégalais dans le plus grand ensemble, parce que je pense que le sentiment d'insécurité est plus grave même que l'insécurité. Et c'est ce que souvent nous vivons dans ce pays-là. Vous avez un peu déterminé, ça peut-être c'est l'ingénieur qui parle, le niveau de risque dans les zones. Vous avez évoqué la zone de Casamance, mais il faut aussi être honnête. Aujourd'hui, la Casamance vit une accalmie et peut-être dans quelques temps, nous allons vivre une paix dans cette zone-là parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des avancées qui ont été notées. Vous avez parlé de l'article que vous avez écrit en février 2021, un article économique qui a été consacré un peu à la situation que nous vivons dans ce pays. Vous avez raison. Pour parler d'insécurité, il y a beaucoup d'éléments qui se joignent. Et quand ces éléments sont connectés, il y a une véritable insécurité qu'on vit. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des impacts néfastes de cette insécurité-là dans les mêmes aventures sociales. Et c'est pourquoi vous avez raison de parler d'injustice et de même d'insécurité alimentaire. Je pense que nous le vivons toujours. Nous continuons à scruter cet horizon de l'autosuffisance alimentaire où nous ne devrons plus aller dans des pays quémander du blé ou autre chose. Vous avez parlé de la crise de l'Ukraine et du Covid. Par contre, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec ceux qui avancent tout le temps cette thèse. Comment on continue de prendre la crise de l'Ukraine ou du Covid comme une excuse? Comme si notre vie s'est arrêtée durant le Covid ou aujourd'hui durant la crise ukrainienne. Je pense que les candidats qui veulent nous diriger, ou qui vont nous diriger, ou en tout cas le président, devra nous faire croire réellement que nous avons des ressources, nous avons un potentiel qui nous permet de ne pas être sous l'emprise de la crise ukrainienne ou du Covid. Le Covid, c'est terminé. La crise ukrainienne ne nous concerne pas directement. C'est l'Europe qui est en train de montrer sa barbarie, comme toujours. Ce n'est pas notre problème. Nous avons énormément de ressources, autant de ressources pour faire décoller nos pays. Vous avez parlé de la situation globale d'insécurité due à un sentiment que des citoyens entiers vivent en enfer. Je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, ces gens qui quittent ces pays ont envie d'aller vivre ailleurs parce qu'ils disent que le Sénégal ne leur donne plus ce qu'ils doivent et ce que le Sénégal leur donne. Vous avez raison. Mais aussi, je pense que ce qui est intéressant dans vos propos, c'est le rôle du Parlement. Je pense que le Parlement ne doit plus s'occuper uniquement des détails. Et vous avez raison. Les questions de l'éducation, elles sont cruciales pour faire décoller un pays. Et vous avez aussi parlé de la fébrilité de nos frontières. On voit aujourd'hui que malheureusement, notre pays est un continent insécuritaire qui provient de l'Amérique du Sud jusqu'au Sahel et vers l'Europe. Et dans ce continent-là, on trouve beaucoup de trafic et de criminalité organisée. Et pour ça, vous avez dit qu'il faut des valeurs pour bâtir une société. Et vous avez bien entendu, naturellement, parlé de la République des valeurs. Alors, vous avez aussi, en sortant de la sécurité, vous avez basculé votre programme et vous avez parlé de l'industrialisation du Sénégal. Vous avez raison, mais ce n'est pas une porte que vous enfoncez. Tous les candidats qu'on a aussi disent qu'on doit industrialiser le Sénégal. Mais jusqu'à présent, ils ne nous disent pas comment. Voilà. On sait tous que industrialiser le Sénégal,
Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Mais on ne sait pas toujours comment on va le faire. Alors, vous avez évoqué, et pour moi, qui est important aussi, vous avez parlé du Sénégal comme un hub sanitaire. Oui, effectivement, nous avons formé beaucoup de gens. Aujourd'hui, on va au Maroc. On a de ces spécialistes qui ont fait les humanités sanitaires au Sénégal. Et malheureusement, beaucoup de nos politiques, souvent, ou les politiques, vous quittez nos pays pour aller soigner en Europe ou au Maroc. Je ne sais pas si vous faites, vous allez finir. Et vraiment, des révolutions numériques. Sur ce point aussi, pour moi, le Sénégal est en avance. Mais on ne sait pas toujours jusqu'à présent quelle est un peu la vision numérique. Aujourd'hui, des pays comme l'Amérique avancent avec les capables. Il y a une autonomie numérique de l'Amérique et qui même aujourd'hui permet à ces pays-là de faire rapatrier des devises énormes en termes de millions de dollars pour leur économie. Et donc aujourd'hui, on est à la portée à la merci de ces pays-là. Donc il faudrait aussi qu'on comprenne un peu quelle est la dynamique numérique qui sera mise en œuvre quand vous serez élu président. Je vous le souhaite. Alors, et pour finir, j'ai peut-être une ou deux questions. Donc, j'ai un peu fait le résumé de ce que vous avez dit. La sécurité chez nous repose sur un triptyque. La sécurité, la tranquillité, la salubrité. C'est le triptyque sécuritaire quand on va dans le droit administratif. D'autres peuvent, il y a un quatrième principe, mais qu'on n'évoque pas toujours. Alors, vous allez dans votre exposé parler un peu aujourd'hui du développement social. Vous avez parlé des infrastructures, vous étiez en ministre des infrastructures. Vous avez parlé un peu parfois des bâtiments ou des chantiers qui surplombent des zones assez dangereuses. Alors, concrètement, c'est ma question. Qu'est-ce que vous allez faire pour repenser le plan d'urbanisation des villes sénégalaises? Pour que les citoyens vivent dans une ambiance de sécurité qui est probant, qu'on peut toucher, qui est tangible et qu'ils ne soient plus exposés à ce qu'on vit. Les pipelines qui sont sous nos maisons, etc., ou d'autres villes dans lesquelles les citoyens sont exposés. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans cette question? Merci. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, quelques précisions. J'ai parlé de la Casamance comme exemple par un passé où illustrer ce que j'entendais parler. Je ne suis pas en train de décrire une situation actuelle. Loin s'en faut, il y a eu des progrès importants. S'il y a des choses sur lesquelles je connais que le régime actuel a fait des avancées, la paix, la tranquillité pour l'instant en Casamance, sachant que, comme je l'ai défini, la paix demande beaucoup d'autres éléments. Si les mêmes causes produisent si les mêmes causes qui avaient créé ces conditions-là sont persistantes, les effets reviendront sous d'autres formes. Donc, mais voilà. Deuxième chose importante, j'ai peut-être été un peu vite sur la COVID. De manière générale, un pays, sa sécurité, c'est la capacité de faire ce qu'on pourrait appeler la prospective. Les crises, maintenant, comme la COVID, les SRAS, les crises liées à l'environnement, il y a des menaces qui vont revenir de manière persistante. Les sécheresses plus ou moins longues, les inondations, donc je parle du changement climatique, les guerres comme les crises localisées, mais qui ont un impact important sur des pays fragiles, le dollar qui flambe pour diverses raisons qui ne sont pas liées à notre politique interne, c'est des menaces qui vont de toute façon revenir très régulièrement. Notre première réponse, ça c'est un peu vis-à-vis de la sécurité extérieure, notre première réponse devrait être de construire une économie relativement importante. Par exemple, vous voyez le Vietnam. Entre 80, je pense, 82 ou 3, ils ont décidé, les dates exactement m'échappent, ils ont décidé qu'ils vont pousser leur production de riz de manière significative. Et ça a été non plus l'affaire d'un gouvernement avec le fracas comme ici, quelques individus, on achète des tracteurs, on fait des aménagements surfacturés en général, ou en tout cas mal réalisés, des tracteurs surfacturés qui ne correspondent pas. Et ça a été un projet global. Et c'est là où, quand on dit État, c'est important. Tout projet doit passer par un système de contrôle, de validation à l'intérieur de l'État, qui est la mobilisation de l'ensemble des ressources, des compétences de l'État pour que
arrive à l'objectif. Au Vietnam, les centres de recherche, comme l'ISRA ici, ont été mobilisés à l'extrême. Les meilleurs experts, des formations, etc. Les ressources financières, bien sûr, le gouvernement, les populations impliquées pour savoir que voilà l'objectif qu'on va atteindre. C'est notre objectif national. On n'a qu'un seul objectif qui fasse commun à tous, c'est quand il y a la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. C'est les Lions. Il n'y a pas un autre objectif qui nous réunisse tous et qui fasse qu'on grandisse un grand drapeau en disant nous y sommes arrivés. Le Vietnam, en quelques années, ils ont augmenté de près de 10 millions, si je me trompe sur les chiffres, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, de manière significative, ils ont augmenté leur production de riz jusqu'à être un des premiers pays exportateurs de riz. Ils exportent des millions de tonnes. Le Vietnam n'est quand même pas 10 fois plus grand que le Sénégal. Il faut savoir aujourd'hui que c'est 4 à 7% de la production mondiale de riz qui est exportée. Quand il y a une crise, des pays comme les autres qui vivent essentiellement de riz, nous sommes tout de suite confrontés à cette menace. Tout de suite. Ça se sent tout de suite par la capacité à avoir d'abord la ressource, la disponibilité déjà. Vous avez vu le président lors de la COVID avec son masque et le gros bateau sur lequel il promenait pour montrer fièrement qu'il a apporté du riz. Que la fierté eût été de dire ce que le Vietnam a fait, on a pu le faire nous, on produit du riz. 4 à 7%. Dès qu'il y a une crise, les Indiens, les Vietnamiens, ça devient un problème de sécurité intérieure. Ils disent qu'on n'exporte plus. Nous sommes nous-mêmes vulnérables. Avant de parler d'industrialisation, il faut régler la question de la sécurité alimentaire. Et j'ai commencé par dire que la sécurité alimentaire touche 50%, 49,1% de la population selon les chiffres FAO de 2022. Donc c'est une question de sécurité nationale. Bon. On a des solutions. Hein. On pourrait en débattre aujourd'hui, mais on dit comment se fait-il que les Indiens viennent vers Bar faire une production des rendements 2 fois plus élevés que les Sénégalais? Ou des Espagnols vont vers Tasset faire des productions en pommes de terre et autres légumes, 1 fois et demi à 2 fois plus importants, les rendements 2 fois plus importants que ceux des cultivateurs sénégalais. Il y a un problème. Comme quand on parlait tout à l'heure de la médecine, c'est donc pas l'homo sénégalensis qui est en cause. Quand il s'agit de la médecine, puisqu'on forme les Marocains. Et ici aussi, ce n'est pas la terre sénégalaise, ce n'est pas le climat, ce n'est pas l'eau. Notre système d'organisation et la politique qui est liée. Je pense que là-dessus, nous avons des solutions parce qu'il faut s'organiser comme se sont organisés ces Indiens, ces Indiens, excusez-moi, les Indiens qui viennent ici, les Espagnols qui viennent ici, en utilisant les meilleures techniques, la meilleure efficacité, la rigueur pour arriver à produire de manière efficiente et de manière assez importante pour pouvoir. Mais la faillite de notre politique alimentaire n'est pas due à notre environnement, n'est pas due à l'indisponibilité de c'est dû à une politique de prédation qui cherche à rien comprendre quant à l'objectif premier de production pour le pays. J'en veux pour preuve que le contact. Vous voyez les domaines agricoles de Kersambaka et de Itato. On avait été sur le terrain, on a fait des vidéos, on les a montrées nous-mêmes. On est allé sur le terrain, on a filmé, on a montré des domaines agricoles abandonnés avec des bassins censés être utilisés pour la pisciculture, de l'eau saumâtre, des panneaux solaires qui sont abandonnés, des semoirs et autres digues abandonnés sur des milliers d'hectares. Qu'est-ce que vous voulez quand les gens abandonnent comme ça des fermes? Quand il y avait l'agence nationale du ANIDA, l'agence nationale du développement agricole, les fermes de Gomel, de Daoudoui, abandonnées. Abandonnées. Vous mettez 40 hectares, vous mettez des forages, vous mettez tout ce qu'il faut abandonner pour un pays qui a faim. Donc, c'est du sabotage. Alors, donc là, je voudrais quand même être clair. L'industrialisation,
tout le monde va parler d'industrialisation, parce qu'on voit l'industrialisation justement comme une réponse de grosses industries, comme ils ont voulu faire à Diamniadio. Nous avons l'habitude de nous comparer avec la Corée du Sud en disant qu'en 1960, on avait le même niveau de développement économique, le même indice de développement humain, le même revenu par tête. Aujourd'hui, ils sont passés à pratiquement 10 fois ou 20 fois plus que nous. Singapour n'en parle même pas. C'est parce que nous ne faisons pas les comparaisons, nous faisons des comparaisons quantitatives, mais pas qualitatives. Maintenant, même en Tunisie, au Maroc, la ferme est déjà une unité de production et de transformation. Les harissa que vous voyez venus de la Tunisie du Marais, c'est des petites entreprises qu'ils font localement. Et c'est ça qui développe le savoir-faire qui fera que plus tard, on passera à la grosse industrie. Si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, Hyundai est né de petites entreprises qui fabriquaient peut-être des machines à coudre ou des machines à laver et qui progressivement se sont transformées. Comme Toyota, si vous regardez ce qui fait la force d'un pays en matière d'industrialisation, c'est d'abord les PME, les petites et moyennes entreprises. Nous n'entendons pas. Qu'est-ce que nous pouvons transformer? Dans chaque village du Sénégal, on devrait avoir une petite PME qui fasse le bouilli local, ou le jus de fruits local, ou le bissap local, ou etc. Soit du jus local pour tous les sarafs, les autres qui ont les cérémonies religieuses, familiales qui sont organisées là-bas. Par ces petites industries, et qu'est-ce qui alimente ces petites industries? Nous avions Sismar, par exemple, qui produisait des semoirs, etc. Sismar doit pouvoir produire comme en Inde. C'est comme ça aussi que l'Inde s'est progressivement industrialisée et des usines qui produisent des machines-outils pour pouvoir faire des petites canettes, pouvoir faire les petites machines qui font le jus, pouvoir faire les petites machines qui transforment le pile en araou, etc., etc. C'est pas ce mécanisme-là qu'on a dans chaque zone à portée de main, à taille humaine, des petites entreprises qui plus tard pourront être l'infrastructure, l'écosystème, comme on dit, duquel naîtra certaines grandes entreprises. Si vous voyez en France ou aux États-Unis ou ailleurs, vous avez une grande entreprise que vous nommez Boeing ou Airbus. À côté, il y a des centaines, des milliers de petits sous-traitants sans lesquels ces entreprises n'auraient pas pu exister. Ne croyons pas qu'on peut avoir une grosse entreprise quelque part qui surgit de nulle part sans qu'il y ait. Renault, c'était peut-être le chanceux, ou Ford, le chanceux qui a dit on va faire la taylorisation, la standardisation, et pour pouvoir y réussir plus tard, il a fallu qu'il sous-traite la fabrication des poignées, la fabrication des sièges, la fabrication des roues. C'est comme ça que, et que après qu'une grosse entreprise est née, l'erreur que font nos gens, souvent, c'est de croire qu'il faut aligner de grosses entreprises comme sur Diamniadio et de croire que les gens vont venir. Vous fabriquez une grosse entreprise, vous avez n'importe quel domaine au monde, vous avez des gens qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont beaucoup plus puissants, qui vont compétir avec vous et qui sont à 5 jours, 8 jours de bateau de chez vous. Il est plus facile de faire venir un conteneur aujourd'hui de Tchad à Dakar que de faire venir une tonne de vie de mon village du Fouta à Dakar. Si on ne règle pas ces problèmes aussi de logistique intérieure, ce n'est pas la peine de parler d'économie. Donc, il faut s'occuper des problèmes terre à terre d'abord. Hein? Je ne sais pas si je vous ai fait bien comprendre, mais c'est comme ça que vous voyez les choses. Des petites entreprises, des micro-entreprises, des startups dans beaucoup de domaines pour régler les problèmes. Vous avez parlé de la révolution numérique. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. On a ici, je désigne comme ça la mer, c'est l'ouest par là. Donc je me trompe peut-être oui, c'est bien dans le sens. Le Cap-Vert, c'est à côté ici. Le Cap-Vert, tout ce qu'on est en train de théoriser, ce qu'ils ont appris en partie chez nous, ils le prennent. Il y a une révolution économique et numérique en marche là-bas. La plupart des experts ont été formés bien. Ceux qui ont pensé structurer bien de chez nous, parce que nous sommes dans la théorie sans. Nous n'avons aucune volonté d'appliquer. Nous avons les meilleures constitutions, les gens viennent copier, vont faire. Nous sabotons, nous refusons de respecter la constitution. Quand quelqu'un dit l'article 28, mais même les candidats qui passent ici disent que l'article 28 est un autre.
Si on ne peut pas respecter la règle de base de la Constitution, oui, je suis le seul candidat qui ose parler de l'article 28. On ne peut pas respecter notre Constitution. Ce n'est pas la peine, on dira plus tard, on ne respectera pas les plans numériques, on ne respectera pas, etc., etc. C'est pourquoi nous avons les meilleurs plans, les meilleures constitutions, les meilleurs trucs, on n'avance pas. Je termine sur qu'est-ce qu'on va faire pour les pipelines, le domaine public. C'est clair qu'il faudra un débat national. Je ne suis pas en train d'évacuer. Il faudra avec courage, détermination de sommes à la chasse aux voix, donc nous n'allons pas soulever les questions qui fâchent toujours. Et si nous sommes assez téméraires pour nous fâcher l'électorat du PDS ou des acteurs, il faudra quand même qu'on repense ce pays et qu'on explique aux gens que nous ne laissons rien à nos enfants. Si nous continuons cette façon débridée de penser d'abord pour soi, et pour soi seulement avant de penser pour le pays. Vous allez en Tunisie ou au Maroc, ce n'est pas la peine de prendre l'exemple de la Grèce ou de la France. Ils ont des patrimoines. Ils ont des patrimoines qu'ils laissent à leurs enfants. Vous avez vu, c'est pour avec gens ici, vous voyez, c'est en train de changer. Ils laissent tout ce qui est au bord de la lagune, les restos que vous voyez, les infrastructures, ça va rester pour les générations futures. Parce que c'est fait quand même avec un certain sens du bien commun, un certain respect du bien commun, un certain respect des normes. Ici, les gens privatisent le domaine public. Et ce faisant, ils impactent négativement l'économie. Combien de bons restaurants, de bons autres choses, on a des aménagements, les gens viennent pour s'amuser, on met du wifi, les gens viennent pour s'épanouir le dimanche. Combien on aurait pu, par exemple, la foire de Dakar, mettre des restaurants à l'intérieur, des aires de jeu, n'importe quoi, quand il n'y a pas la foire, les gens viennent le dimanche, le week-end pour s'amuser, etc. Mais parce que les gens ont privatisé. Quand les gens construisaient sur le pipe, ils savaient qu'ils construisaient sur le pipeline. Il n'y avait pas d'autorisation de construire. Quand j'étais ministre des Infrastructures, j'ai fait faire l'inventaire du rail et des servitudes par rapport au rail qui vient de Dakar Saint-Louis, Dakar Louga. Peut-être les gens ont démontré que les rails sont en partie avec. Donc, il va falloir nécessairement s'asseoir, faire du peuple national, discuter, dire que maintenant, quelles sont les solutions pour régler, parce qu'on laissera, non seulement on est exposé nous-mêmes, on laisse rien à nos petits-enfants. J'ai été très long, peut-être. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Moi, j'ai pris des questions, en fait, parce que nous sommes connectés aussi sur Zoom et on a une trentaine de personnes qui sont connectées. Et la première question que pose, il n'a pas mis son nom, c'est iPhone 12. Donc, sécurité extérieure, avez-vous chiffré votre politique sécuritaire? Si oui, à combien sur les 5 ans ou sur les 1 an? C'est la première question. La deuxième question, quel mécanisme de sécurité avez-vous concrètement mis en place pour maintenir le Sénégal dans une stabilité? Et je pense que c'est plus une question en fait, de démocratie et de droits humains. Et là, c'est là où j'en viens, moi, avec ma question, justement avec les droits humains et la question de sécurité. Si on lie la question des droits humains à celle de la sécurité, moi, ça me permet de penser à une catégorie en fait, de personnes qui sont dans la population et qui sont souvent laissées à elles-mêmes. Et qui est, parce que c'est une catégorie qui est souvent laissée à elles-mêmes, ce sont les personnes handicapées. Je voudrais savoir, en fait, dans votre programme, est-ce que vous avez un volet, parce que vous avez entendu parler de volet 10, 12, etc. Est-ce que vous avez un volet qui met l'accent sur les personnes handicapées? Aujourd'hui, on voit qu'on construit des immeubles de 4, 5 étages, où on n'a pas d'ascenseur. L'université qui est publique, il y a des étages, 3, 4, des salles inaccessibles à des étudiants qui sont en situation de handicap, qui sont des handicapés. Et donc, si une frange de la population, j'ai l'impression qu'on oublie très souvent. Et leur sécurité, parce que c'est une question de sécurité, mais aussi de droits humains, est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Et je voudrais savoir, en fait, si vous avez prévu quelque chose, un volet pour cette catégorie de personnes. La deuxième question, je reste sur cette catégorie de personnes, ce sont les enfants. En termes de, toujours, droits humains,
droit des enfants, mais aussi droit de la femme. Aujourd'hui, si on reste dans la logique en fait du code de la femme actuelle, là, on est dans une situation de puissance paternelle. C'est-à-dire qu'un papa peut prendre son enfant quand il veut, voyager avec lui, disparaître. C'est pas un problème, il est avec son. Par contre, lorsqu'il y a une situation de divorce ou de non-mariage et que le papa ne prend pas soin de l'enfant ou l'abandonne carrément, la maman ne peut rien faire avec son enfant. Pas voyager, pas l'amener, même pour des soins à l'étranger, c'est impossible. Est-ce que vous avez pensé en termes de sécurité de l'enfant à cette question-là, spécifiquement liée aux droits de la femme? Donc, ça, ce sont mes deux questions personnelles. Ouais. Merci beaucoup. C'est une question. C'est une question extrêmement intéressante. Pour la dernière question, je vais commencer. C'est naturellement, il y a des progrès sociaux à réaliser en matière de droits des enfants, droits de la femme. Et incontestablement, cette question fait partie. J'ai vécu plusieurs fois des drames de cette forme où les parents ont non seulement abandonné les enfants, mais les ont utilisés comme otages ou comme forme de pression par rapport à leur épouse et par rapport en compromettant parfois l'avenir des enfants. Je crois que cette question ne devrait même pas se poser dans un pays normal. Et les réformes y afférentes sont non seulement entreprises, mais il faut que de manière générale, les juges, qu'on invente une catégorie de juges qui s'occupent plus, nos juges soient spécialisés et que Les juges aux affaires familiales. et qu'il y ait une catégorie de juges qui s'intéressent de manière beaucoup plus rapprochée à la vie des gens de tous les jours, parce que ces questions ont tendance à être traitées par les juges qui traitent après l'histoire de bail ou bien de trucs. C'est des questions différentes, à mon sens. Pour les questions handicapées, oui, on a un volet aussi dans notre programme qui s'adresse spécifiquement à cette personne, à cette catégorie de personnes. Il faut savoir d'abord que nous sommes tous des handicapés dans notre société. Parce que quand on marche, il n'y a plus de place pour marcher normalement dans la rue au Sénégal. Donc, même les normes qui existent posent problème. Marcher sur les trottoirs, aujourd'hui, c'est un exercice relativement compliqué et dangereux. C'est pourquoi vous voyez mal, vous ne verrez plus comme quand on était plus jeune des non-voyants avec leur canne qui se promènent. Vous ne le verrez presque plus. Un non-voyant, dans notre société, je ne parle même pas des handicapés qui sont voyants, qui peuvent avoir d'autres difficultés, mais aux non-voyants, par le non-respect de nos codes qui existent, le code de l'urbanisme, le code etc., qui interdit de faire comme on veut dans la rue, fait que un non-voyant ne peut plus se promener dans la rue. Un handicapé se promène difficilement. Donc, déjà, les normes existantes ne sont pas respectées comme il se doit. A fortiori, penser à de nouvelles normes qui s'imposent, parce que nous sommes 18 millions, et parmi les 18 millions, il y a peut-être, les statistiques même sont difficiles à établir, mais il y a un grand nombre de personnes qui sont privées de leur capacité d'aller et de venir, sauf les plus entreprenants. Et donc, les infrastructures publiques pour aller vite vont être réaménagées pour tenir compte. Et je voudrais donner l'exemple souvent de nos responsables départementaux, qui est un handicapé physique, qui a son pouce-pouce. Quand on se promène avec lui, quand on se déplace avec lui à l'intérieur du pays, dans le département de la Rue où il est, il y a des responsables, on mesure tous les efforts surhumains et la force de personnalité qu'il faut pour qu'il soit à ce niveau-là. Mais combien derrière n'arrivent pas se sont murés chez eux parce que psychologiquement, ils n'ont pas pu, ne supportent pas le fait qu'on puisse le mettre sur un fauteuil complet. Quand on entre dans le véhicule, il faut mettre le fauteuil dans le coffre, le soulever, lui, le mettre dans le véhicule. C'est
Il faut le voir pour savoir qu'il y a combien de gens comme lui qui ont abandonné parce qu'il y a tout un service à la personne autour de lui. Et ce n'est pas quelqu'un de riche, hein, c'est un bijoutier en plus. C'est une extrême ténacité. Sans sa ténacité, il ne serait pas voilà. Donc, ne serait-ce que cet exemple qu'on vit tous les jours, nous, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'important à faire pour remettre, pour donner du sens. Mais si vous allez à l'intérieur du pays aussi, vous voyez, c'est un volet important de notre programme. On dit qu'il faut amener la médecine à porter les gens. Vous voyez, les familles, j'ai été frappé dans le Kabadala, dans un village qui s'appelle Yamalaté, chef-lieu de commune. 3 personnes d'une même famille, d'un certain âge, toutes pères de famille AVC. Donc, c'était des maladies qu'on aurait pu prévenir parce qu'on sait que c'est potentiellement dans la. Vous avez d'autres, c'est des gens qui sont non-voyants. Vous allez ailleurs, c'est des diabètes dans la même famille. Donc, ça veut dire que ces gens on a raté la phase de prévention, on a raté la phase de première prise en charge, au point où, vous voyez, toute la famille, et dans la pauvreté s'accroît parce que vous avez 2 ou 3 personnes de la famille qui s'occupent de 2 ou 3 malades ou plus, parce qu'il faut se relayer, qui sont dans la maison et dont il faut s'occuper. Donc, ils ne peuvent plus aller loin, ils ne peuvent plus aller faire des activités ailleurs que peut-être cultiver le champ rapidement et revenir. Ça, c'est un drame qui frappe dans beaucoup de villages. Si vous allez à l'intérieur du pays, vous ne pouvez pas ne pas être frappé par cette situation. Nous qui sommes dans les grandes villes à Dakar, peut-être qu'il y a ces situations-là, mais les gens sont dans leur maison, reclusent dans leur maison. Quand vous allez à l'intérieur, donc nous avons dit, il faut que la médecine de proximité aille vers les gens. Il faut qu'on puisse mettre des hôpitaux mobiles avec des médecins militaires et du personnel militaire formés aussi de manière assez adaptée, parce que je ne pense pas qu'il faille bac plus 3 encore pour la spécialisation pour pouvoir faire un bon ophtalmologue, un bon neurologue, un bon, je ne sais pas, diabétologue, on dit. En tout cas, des hôpitaux mobiles, il faille. Et c'est là où notre révolution numérique va intervenir de manière assez importante parce qu'on aura une base de données relativement importante. On aura des gens qui pourront être formés pour prendre des constances dans certains villages, pouvoir les envoyer et alerter qu'il y a des situations qui peuvent, des personnes qui peuvent, dans les prochains jours, voir le niveau de santé se dégrader. Quand j'étais directeur général de la RTP, j'étais assez sensible à ces questions dont je parle. Je parle sous le contrôle du professeur Bayen Ndiaye de l'Université de Dakar. L'un des premiers gestes que j'avais fait, c'était de subventionner la télémédecine entre l'Université de Dakar et un poste de santé, je me rappelle plus dans quelle localité à l'intérieur du pays, pour pouvoir tester à une échelle la télémédecine. Donc, c'est aussi, nous avions aussi subventionné le Wi-Fi au campus social de l'Université de Dakar. À l'époque, c'était Ablaye Doussard qui était le directeur. Et à l'Université de Gaston Berger, le Wi-Fi partout. À l'époque, c'était Marito Nian, qui était, je ne vois pas pourquoi il suit, qui était recteur de l'université. Donc, nous croyons à et nous avions beaucoup visité les startups comme CETIC, qui était ici au Sénégal, parce que nous croyons, je n'ai pas duré la RTP, j'ai fait 6 mois. Donc, maintenant, est-ce qu'on a chiffré notre politique de sécurité? La réponse est non. Parce que si mon exposé a été suivi, c'est que la sécurité, c'est d'abord une politique de prévention et de réponse aux questions qui font qu'on réduit drastiquement les dangers et le risque qu'il pourrait générer. Quand une personne a faim, quand une personne n'a pas d'autre perspective pour régler sa faim et qui est permanente et pérenne, il y a de fortes chances, je ne dis pas qu'il y a un mécanisme de cause à effet, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un niveau de risque en tout cas élevé par rapport à donc, certaines formes de vol ou de racket. Quand une personne subit un sentiment d'injustice permanent, et c'est le cas au Sénégal, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, des milliers de
centaines de milliers de jeunes sont prêts à en découdre avec la République, avec l'État, avec tous les symboles de l'État. Et il n'y a plus de régulation sociale. On parlait des marabouts, c'est moins fréquent. C'est moins, ils écoutent moins. Vous parlez ils écoutent moins. C'est ça la vérité, effectivement. Ils écoutent moins. Ce n'est pas pour rien que les gens sont assez virulents. Je condamne fortement les insultes, la violence je les condamne. Je dis que les gens sont moins sensibles à ce discours parce que, encore, ils veulent des solutions par rapport à une injustice qui est permanente, qui est là depuis longtemps. Ils voient que la seule solution pour régler ce problème d'injustice, puisqu'il n'y a pas des institutions qui permettent de résoudre ces problèmes, c'est le recours à la violence. Donc, je suis en train de résumer ce que j'ai dit pour dire que la première forme de sécurité, ce n'est pas la politique de sécurité en tant que telle. Je vais dire percée, parce que j'ai donné l'exemple à dessein de Ben Ali qui avait mis beaucoup dans la sécurité intérieure. Vous ne pouvez pas faire 100 mètres en Tunisie sans voir une voiture de police. Vous ne pouvez pas rester 1 minute sans voir des patrouilles de police. Ce n'est pas comme ici. Hein? Il y avait la police partout. Et même la police dans vos maisons. Parce que les gens espionnaient aussi. Il y avait les services de renseignement extrêmement puissants. Mais ça, il a fallu un Bouazizi qui s'est immolé par le feu pour que tout son édifice, qui était vanté par les Occidentaux comme l'un des meilleurs au monde, s'écroule. Après Kadhafi, combien de milliards il a mis dans sa sécurité personnelle? Recruter des Toubous, des Touaregs, parce qu'ils n'avaient pas confiance même aux Libyens. Ni les meilleurs avions, tout ça après ça s'est déversé d'ailleurs dans le Sahel. Donc, ça lui a servi à quoi? Donc, la réponse à la sécurité, comme je disais, c'est d'abord une politique qui fasse sens, qui donne du sens à la vie humaine et qui fasse croire au moins que tout le monde a la même chance au départ. Même si tout le monde, dans l'absolu, n'a pas la même chance. Merci. La première question, est-ce que le ministre a répondu? Oui, ma première question, c'était par rapport aux personnes handicapées. Et la deuxième, c'était concernant les enfants. Là, on a d'autres questions, mais après, il va falloir qu'on laisse la parole au public aussi. Donc, une autre question. En se basant sur votre projet de numérisation, pouvez-vous générer des économies? Pensez-vous générer des économies à travers cette modernisation? Et auriez-vous une estimation réaliste par rapport à cette modernisation? Et puis la deuxième question, pouvez-vous mettre l'accent sur la sécurité économique? Parce que apparemment, dans plusieurs de vos discours, on vous entend parler de faire du Sénégal justement le PME de la PME pardon, de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Comment pensez-vous y arriver? Et il y a d'autres questions. Pouvez-vous revenir sur les contours de ce projet et non seulement les contours, mais aussi les moyens d'y arriver? Alors, c'est les questions qui se sentent quoi? Je vais résumer. Merci beaucoup aux personnes qui nous suivent par Zoom et qui portent un intérêt aux échanges. Des questions extrêmement intéressantes. Dans un programme qui soit cohérent, il faut que tout ça tienne comme dans une roue. On ne parle pas de moderniser seulement. La révolution numérique dont on parle, ce n'est pas seulement pour moderniser les pratiques économiques, les pratiques administratives, etc. C'est aussi pour changer nos façons de produire, nos façons de travailler, nos façons d'enseigner. Ça touchera l'enseignement, ça touchera la santé, ça touchera. Je donne un exemple très simple, rapide, pour voir comment ça peut impacter même l'économie. Alors, vous savez, aujourd'hui, d'abord, exemple simple qui permettra de parler des paiements. Exemple simple, dans ce pays-là, il y a des milliers ou des centaines de milliers de tontines. On connaît au moins 1 millier, un groupement de femmes qui ont 50 000, 100 000, qui produisent. Et à la fin de l'année, c'est 3 millions, 4 millions, 10 millions, 20 millions. Nous sommes l'un des rares pays au monde où de l'argent dort dans les. Vous voyez comme ils appellent ça Nyetichak. Il y en a qui mettent
peut-être 10%, 5%, 10%. Les statistiques, c'est difficile. C'est là un des problèmes importants du pays. Je fais une parenthèse. On a un candidat qui était ministre de l'économie pendant 6 ans, qui n'a jamais vu que des centaines de milliards tombent sous des lits ou dans des armoires, et que c'est une niche extrêmement importante pour pouvoir propulser une économie. Je lui en avais parlé quand on était ensemble dans le gouvernement. Ces milliards-là, je reviendrai sur lui, je n'ai pas fermé la parenthèse, je n'ai fait que l'oublier. Ces milliards-là, mais parce qu'il est en charge des politiques publiques. Donc, on a le droit de parler de ceux qui ont fait le bilan. Oui, on n'osera pas venir. Vous m'invitez quand vous voulez, même à minuit. Sans papier, sans me dire le temps. Donc, des milliards d'hectares, comme ils disent. C'est-à-dire que votre épouse est membre, elle est trésorière, elle a une clé, la présidente a une clé, pour que l'argent ne disparaisse pas, on met dans des. Vous voyez ce que je veux dire? Dans chaque quartier quasiment, sauf peut-être dans vos quartiers, dans ces quartiers-là de Dakar, dans chaque quartier, de chaque village ou ville, il y a des trucs comme ça. Et vous les comptez, c'est des milliers de milliers de milliers. Le chiffre, Dieu seul sait. Rien que dans mon quartier, le Grand Thiès, il doit y avoir une centaine. Grand Thiès au sens large, plus d'une centaine. Et à la fin de l'année, souvent c'est vers la Tabaski que les gens se partagent l'argent, c'est des millions, 10 millions, 5 millions, 3 millions. Comment peut-on laisser autant d'argent dormir? Nous proposons d'en faire une banque populaire des femmes. Et des artisans, s'il y a des artisans qui veulent, des jacartemans, des producteurs paysans. De l'autre côté, vous voyez quand il y a la période de soudure, vous voyez le paysan qui est dans son champ, qui n'a plus rien en poche, qui ne peut plus manger, on vient lui acheter son sac, sa future production de mil à 150 francs le kilo de mil. Alors qu'au même moment, le kilo de mil est à 600 francs. Mais on lui dit le sac de foin qu'il aura à produire au mois d'octobre, on le lui achète à 1500, 1250, 1300, alors qu'au même moment, le sac est à 10 000. Et ceux qui payent le kilo à 600 francs, le kilo de mil, ou le kilo de niébé à 1500 francs, c'est les mêmes femmes qui sont dans les groupements. Ou leur mari qui élève les moutons qui paye à 10 000 francs. Donc nous disons, cet argent qui dort, coopérative des femmes, mutualisé organisé au niveau départemental, au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau départemental, avec un conseil d'administration et l'appui de l'État qui veille à ce que toutes les règles de bonne gestion soient observées, doit pouvoir préfinancer l'achat du mil, du maïs, du niébé à 200, 250 francs. Le paysan s'y retrouve. Parce que, au lieu qu'on lui achète à 150 francs, on lui aura acheté 100 francs de plus. Ou 125, 100 francs, 110 francs. Et les 10 francs, je les mets de côté. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le transport peut coûter maximum si on s'organise correctement en mettant un système de transport informatisé, comme avec Yahoo, Hitch, bien Amazon, ce qu'il fait, de manière à ce que le mil quitte directement le champ, à Louga là-bas, ou bien dans le Nioro là-bas, pour venir directement à Grand Thiès, chez la présidente, au lieu de faire 1000 escales qui renchérissent le coût inutilement et 1000 intermédiaires qui chacun fonctionne. Et là également, c'est 25 francs à peu près le transport par kilo. Arrivé, on est à 300 francs maximum. Les bonnes dames peuvent mettre 25 francs de marge pour leur coopérative, soit acheter, et si elles veulent acheter, c'est la coopérative qui peut préfinancer, leur tontine là, qui a 10 millions à la fin de l'année, qui peut préfinancer, ou elles peuvent vendre à côté. Et là, la coopérative a 25 francs. Je veux dire, quand on disait tout à l'heure qu'il faut que les femmes puissent produire des jus de fruits à poudre, les femmes qui vendent des fruits à poudre, les jus de fruits se gâtent parfois, on ne sait pas qu'en faire. Avec ces 25 francs, la Sismar qui est à côté ou d'autres sociétés
pour faire des machines-outils, nous vendrons des machines-outils pour faire des jus, pour faire de l'emballage, pour vendre localement. Ce n'est pas la peine d'aller vendre ailleurs parce que tout le monde achète du jus de fruits ici. Et voilà comment on crée une petite économie communautaire, solidaire, mais qui permet d'avoir du revenu chez les gens. Et pourquoi l'informatique intervient dedans? C'est que cette banque-là, c'est comme le système de paiement, enfin, je ne veux pas nommer, pas faire de la publicité à des opérateurs, mais voyons tous les kiosques qui fleurissent dans les coins de rue où on peut déposer son argent dans une banque. Donc, on peut mettre une banque qui permet par électronique, à la fin de la tontine, les gens déposent chez quelque part à un kiosque de la banque populaire et verront leur compte, pourront suivre leur compte, pourront suivre combien ça se passe et à moins de risque de vol. Et pourront s'adresser, ce qui fera interface entre les groupements des femmes et les producteurs de Louga, de Niambour ou bien de la vallée du fleuve Sénégal ou les maraîchers, c'est le système d'interface qu'on mettra en place numérique qui permettra de faire un marché virtuel qui mettra les producteurs en face des consommateurs et les transports porteurs seront dans le circuit. Parce qu'on pourra leur dire à tel village d'à côté ou à telle zone d'à côté, il y a tant de tonnes à enlever, à amener là-bas à tel prix comme on le fait avec le système Yango ou Itch Extra. Ça prendra peut-être quelques temps pour construire cette infrastructure, pour réaliser, mais nous ne pouvons pas, parce qu'il n'y a pas de sens, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai fait exprès, je ne voulais pas développer, qu'un kilo de riz qui quitte la Chine, qui arrive jusqu'à Dakar, subisse moins de plus-value pour le transport, de surcharge pour le transport, qu'un kilo de mil qui quitte Louga pour venir à Dakar. Il n'y a aucun sens. Parce que, pourquoi il en est ainsi? Parce que ici, le système est déstructuré, non organisé, informel. Là-bas, le système est organisé, mais optimisé parce que c'est la concurrence. Si vous ne faites pas comme ça, le Vietnam est prêt à vendre au Sénégal du riz en organisant ça. Si l'Inde ne fait pas comme ça, etc. Donc, le système est organisé. Nous avons laissé notre système désorganisé. Alors, qu'est-ce qui permet d'essayer de réorganiser ce système-là? C'est en mettant en place ces infrastructures. Et le sens du ministère de la Femme, du ministère de l'Économie, du ministère, etc., c'est d'aller vers ces gens-là, de comprendre qu'il y a une demande, qu'il y a des opportunités, qu'il faut les organiser, les construire, et que le ministère, le grand ministère qu'on met en place, le ministère de l'Économie et des Finances ne va plus tellement coiffer et faire ce qu'il doit. Un grand pôle d'économie et de développement qui verra toute la politique d'économie, c'est circulaire. Et il faut quelqu'un qui voit qui surveille comme les aiguilleurs du ciel ou bien dans les trains, qui voit que tous les trains roulent à la bonne vitesse, ne se croisent pas, les uns n'empêchent pas les autres de fonctionner. Je pourrais ajouter sur le numérique et la santé. Je pourrais expliquer autant pour ce groupement comment on va s'y prendre pour la santé, comment on va s'y prendre pour l'enseignement. Le numérique, ce sera vraiment un domaine important où beaucoup de Sénégalais vont s'investir. Il n'y a pas de sens que dans ce pays-là, des ingénieurs informaticiens chôment ou bien soient importés par d'autres pays, migrent vers le Canada, la France, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, ça a du sens de donner la parole au public. On va prendre combien de... On prend combien? 3 questions, oui, parce que le temps nous rattrape. Donc, on a quelqu'un devant. Vous allez vous présenter, poser des questions. On vous invite juste à être très précis. Soyez très précis. Bonjour, monsieur Diomana Sansa, c'est chacun journaliste. Au Sénégal, on a constaté que on a constaté par exemple, à Tembéfal, on a trouvé un enfant mort dans une voiture. À Thiaroye aussi, à Thiès, un gardien du marché a retrouvé égorgé. Beaucoup d'assassinats. Monsieur Giorno Alessandra, le 25 février, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous êtes prêt à restaurer la peine à la mort au Sénégal? Merci. Bonjour, moi Kemba Ndiaye, journaliste.
Bonjour, Monsieur Sall. D'abord, je félicite le Dr Astou. C'est la première fois que je félicite depuis mon année. Je vous parlais du Ferlo. C'est une zone amazonienne habitée par des éleveurs et des agriculteurs, même si une bonne partie migre vers les villes, situation oblige. Les populations sont confrontées à des vols de bétail et à des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et cela malgré les lois votées à l'Assemblée. Et qu'avez-vous prévu dans votre programme pour réduire ces deux phénomènes? Dernière question. C'est là. Bonsoir. Bonsoir. Et maman, comment c'est pour vous présenter? Moi, c'est pour vous présenter. Mon nom est Antoine Oral et je suis étudiante en système de réseau et télécommunication à l'École supérieure de télécommunication. Donc, moi, ma question c'est concernant la sécurité numérique. Donc, on sait tous qu'aujourd'hui, le vol de données est un sujet. Parce que moi, en tant qu'étudiante en informatique, tous les jours, on voit des cas où nos données sont liées par des sociétés qui sont censées protéger nos données. Je ne veux pas citer des sociétés qui sont censées protéger nos données, mais qui ne font rien. Donc, je voulais savoir quelles seraient peut-être les actions à poser pour renforcer notre sécurité numérique, pas seulement nationalement, mais aussi individuellement. Merci. Une autre question. Je pense que dernière alors. Dernière question parce que les temps. Si votre système bonsoir, je me présente. Bon, ma question, c'est par rapport au volet, au financement qu'évoquait monsieur le Président, c'est-à-dire la question relative aux associations continues. Vous disiez tout à l'heure que si on y met les moyens, c'est-à-dire qu'on peut excusez-moi, c'est un peu le stress. Allez-y. Ça m'arrivait beaucoup. Bon, c'est par rapport à cela. Comment dirais-je? En quelque sorte, si aujourd'hui on investit dans ce cadre, c'est-à-dire sur les associations cantinières, ces femmes-là qui se et qui, c'est-à-dire pour, comment dirais-je, oui, qui se regroupent en association cantinière, c'est-à-dire avec la cantine comme normalement, à chaque semaine ou à chaque mois, elles participent. Et au bout d'un certain temps, ça leur permet de financer un projet, soit de pouvoir régler leurs problèmes à la tabaski, à la pauvreté ou à l'occasion de crédit. Si, par exemple, comme vous avez dit, elles pouvaient financer, par exemple, dans les parties immobilières du Sénégal, financer le cordonnier, financer l'agriculteur, ou financer même le jeune qui songe à créer une petite entreprise. Ce genre de financement ne serait-il pas plus adapté de l'organiser de sorte à ce que ça puisse, ça soit un financement privé qui vient contrecarrer le financement bancaire. Parce que le financement bancaire n'est pas très accessible aux petites et moyennes entreprises. Si aujourd'hui, grâce à ce genre de financement, c'est-à-dire les associations continuelles, ou même je dirais le financement par la de financement, si on allait vers ces populations, parce que peut-être que c'est le déficit d'information qui fait qu'on n'a pas la possibilité de donner assez couches de la population et qui est la plus importante, c'est-à-dire la partie pauvre du Sénégal de manière particulière et de l'Afrique de manière générale, pourquoi on n'organiserait pas, on n'essayerait pas d'organiser ces moyens ou ces techniques de financement de sorte à ce que cela puisse aider les petites et moyennes entreprises
ou même le petit agriculteur du bois ou le petit tailleur du bois qui n'a pas assez de moyens à investir pour se développer. Et si dans votre programme, je dirais en particulier aussi dans ceux des politiciens, on essayait d'organiser de sorte que ces types de financement, ces techniques de financement puissent aider la population à avancer et en quelque sorte, cela serait un moyen de les aider à la formalisation, de pouvoir quitter le secteur informel et d'aller vers le secteur formel et en même temps, ça aiderait à développer l'économie sénégalaise. Je sais pas, finalement, vous n'avez pas été. Vous n'avez pas été. Hein? Voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc, là, vraiment, parce que je bégaye, je bégaye. Technique, on va en bégayer. Donc, en fait, je pose une question et je voudrais un petit commentaire. C'est très sexy de dire que l'élection présidentielle sont les élus du peuple. C'est sexy, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il faut mieux avoir un homme intègre, une femme intègre qui a de bougies, qu'un voyou qui a de bougies. Parce qu'au fond, tout ce que vous avez dit, quelqu'un a dit, tout le monde veut le du Sénégal. Le Sénégal est trop petit pour qu'il y ait vraiment de grands écarts de programme. Vous verrez tous les programmes de tous les candidats, il y aura quelques nuances, mais bon, c'est l'emploi, c'est pour que les jeunes restent, ceci, cela. Il n'y a pas beaucoup de. Ce qui fera la différence, la perception des gens, on est candidats. Et je pense que de ce point de vue, l'intégrité va beaucoup jouer. Et la perception que cette personne-là est honnête. Et ça, c'est plus important que cette personne-là a répondu. Et je pense que quand beaucoup les gens disent, mais oui, le programme, tout est dans le PSE en réalité. Chacun prendra le PSE qui ne trouve pas de mauvaises choses. Peut-être que, bon, certains vont dire, nous, on va nous accentuer plutôt que sur ça, mais au fond, le Sénégal est un pays très petit, malgré nos grandes gueules, on est petit. Alors, donc, je dis encore une fois, intéressons-nous sur la perception que les gens vont avoir des candidats et l'intégrité. Voilà. Et je pense que les politiciens, je les assume. Non. Ça connaît la République des valeurs n'est pas innocent. Mais les valeurs aussi, de quelles valeurs il s'agit? Je pense que là aussi, enfin, c'est ça. Mais ma question, c'est sur. Vous savez, Abdallah disait quelque chose que les gens font semblant d'oublier. Parce que peut-être que ce n'est pas politiquement correct. Il disait aux gens, quand il voulait être le candidat de l'opposition, et que les gens lui disaient, mais on va y aller après. Bon, il disait, mais élection présidentielle, pour ce parti, tu t'allies contre tout le monde. Tu t'allies pas contre Amourba. Tu t'allies pas contre Sonko. Sonko ne s'allie pas contre celui qui est contre. Bon. Etc. Tout le monde s'allie contre tout le monde. Et je demanderais à vous ça, êtes-vous prêt à débattre avec un autre candidat qui n'est pas Amourba? Parce que c'est facile de dire, après ils vont attaquer pour Amourba et pour venir. Parce que aussi, il faut que les gens voient un peu comment chacun se définit par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et je pense que ce serait intéressant. Vous avez commencé à porter un coup terrible en disant, moi, je respecte la Constitution. Ce qui veut dire que les autres, vous fermez les yeux sur la Constitution, car ça vous arrange. Si je pense, ça me retient. Merci. Merci beaucoup. On va, c'est la dernière question. On va donner au ministre un peu Je m'appelle Madeleine. Madeleine. Je viens de faire un petit pour dire que je suis là parce que moi, c'est le retard. Je cherche à tout donner. Bon, est-ce que vous m'inviterez à vous faites mal à votre discours là? Parce que c'est pas hasard qu'on voit ça. Et quand on vous appelle pour demander où est-ce que ça se trouve, on a des gens qui vous répondent, vous avez des gens qui faites quand même beaucoup d'efforts. C'est le mauvais candidat à la présidentielle. Bon, merci, M. Diaye. Je pense que c'est ça l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est d'avoir des idées
j'insiste sur le mot idée, et d'avoir aussi des avis qui divergent, qui convergent. Je pense que nous avons pris exemple de ça et je pense que Dr Astou, comme l'organisation, on fera tout pour améliorer la communication parce qu'on veut que tout le monde participe à cet événement-là. Alors, je voulais juste renforcer la question de l'étudiant en numérique, en sécurité numérique, parce que ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, on sait que des pays comme la Chine ou la Russie encadrent les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que président élu, vous allez émettre une loi, ou en tout cas pour encadrer la pratique, ou en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, comme elle l'a dit, on a nos données qui se retrouvent partout presque. Parfois, on nous envoie des publicités, on n'a pas forcément envie d'aller dans ces lieux-là. Notre intimité numérique est mise à nu. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Il y a quelques années, celui qui a créé Facebook, Zuckerberg, a été invité par l'Union européenne pour l'écouter et le questionner. Je pense que c'est important. Les pays de l'Occident prennent des mesures importantes pour encadrer l'évolution des réseaux sociaux. Mais nous sommes encore dans une dynamique de subir, en tout cas, tout cela. Est-ce que vous allez faire concrètement en tant que président pour utiliser tout ça? Je voulais renforcer la question. Je donne la parole pour répondre à des interpellations qui nous ont été adressées. Merci beaucoup. Merci, madame, pour les questions intéressantes et diverses qui ont été posées. Sur la peine de mort, la réponse est claire que non. La peine de mort n'a jamais été réponse contre le crime. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de crimes qui ont été perpétrés au nom de la peine de mort. Il y a beaucoup d'innocents, surtout dans un pays comme les États-Unis, beaucoup d'innocents ont été exécutés. D'autres, au bout de 40, 50 ans, ont été libérés, alors qu'il était établi que ce n'était pas les véritables coupables. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je crois que le débat est assez ouvert dans le monde. Il y a certaines catégories de personnes qui veulent faire de ce débat-là un débat de société comme c'était l'alpha et l'oméga des problèmes de criminalité. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, partout où ça se pratique, et d'ailleurs, il est prouvé qu'il peut y avoir une liaison par des crimes, par des délits, des tentatives de délits, de vol qui se transforment en crime parce que simplement la personne sait qu'elle court plus de risques si elle est reconnue ou si le système est plus sévère. N'est-ce pas? Donc, je ne dis pas qu'il faut être faible, je reviendrai par rapport au rôle de bétail. Je dis qu'il faut appliquer déjà de manière juste, honnête, humaine, ferme, les lois qui existent déjà. Il y a des voleurs, des assassins en puissance dont la situation, je ne suis pas en train de faire la sociologie des crimes, mais je veux dire que dans nos pays, les crimes les plus graves d'ailleurs doivent s'appliquer aux crimes économiques. Le détournement de deniers publics par milliards qui rendent des gens pauvres, qui rendent des gens sans perspective, qui jettent des gens mourir dans l'océan, au nom de qui et sur le compte de qui mettront ceux qui vont mourir dans l'océan en sachant que c'est les gens qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais vu et qui sont désespérés sur le compte de qui? Et qui pendra-t-on ou à qui tranchera-t-on la gorge ou sur qui tirera-t-on pour ces situations qui ne découlent pas du hasard? Je pense qu'on est dans une situation globale où il faut régler les problèmes de sécurité en ayant une approche vraiment globale, singulière. Et je suis, par exemple, pour le vol de bétail. Regardez ce qui se passe à Boutiri actuellement. Il y a une forme de jacquerie des propriétaires parce qu'ils voient bien qui a volé leur bétail. Ils retrouvent les peaux de leurs bêtes volées il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, chez quelqu'un qui est en train d'évacuer ses peaux. On le prend et il est libéré quelques temps après. Pour ces gens-là, cette personne représente
le summum de l'assassinat parce qu'ils volent le bétail, les richesses et leur raison d'être. Parce que le peuple qui vogue derrière ces bétails, c'est. Donc il faut être extrêmement ferme. Mais il faut encore qu'on reprenne. Il y a beaucoup de choses à reprendre dans le pays. Vous voyez bien la corruption latente dans la rue qui frappe tout le monde. Le transporteur vous dira que lui, son élu juré, c'est celui qui pense et défend. Le Jakartaman vous dira la même chose. Donc, le problème de sécurité et d'application des peines est un problème très complexe qui est un problème de société. Il faut, comme je l'ai dit au début, et c'est là où je vais revenir avec M. Mademba, nous avons tous les mêmes programmes, mais nous ne disons pas tous la même chose. Hein. Nous ne disons pas tous qu'il y a une corruption d'une partie de ceux qui doivent assurer la sécurité publique. Combien de gens sont en mesure de vous le dire après avoir rendu l'hommage appuyé, mérité à nos forces de défense et de sécurité et dire qu'il y a un problème. Et que ce problème est source d'une insécurité parce que pour le vol de bétail à Boutibi, les gens ont fait des réunions, ils sont allés chez le préfet. Ce qui reste, si c'était dans d'autres pays, c'est de s'armer. Et dans d'autres pays, ils ont dit nous ne voulons pas nos armes. Vous avez dû les entendre, monsieur Baïgaï. Il parle du Ferro. Vous avez dû entendre les gens de Boutibi et d'ailleurs dire que nous ne voulons pas nous armer. En tout cas, j'ai les messages WhatsApp dans mon téléphone. Nous ne voulons pas nous armer, mais ça fait des années. On sait qui est le voleur. On a retrouvé dans son camion, on a amené le camion à la gendarmerie. Il a été libéré. Voilà le pays où nous sommes. Avant de s'attaquer à des problèmes plus complexes, faisons en sorte que le pays fonctionne d'abord correctement. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on dise tous la même chose. Tous les candidats disent tous la même chose dessus. Je vais y revenir. D'ailleurs, nous, on en a exclu un, donc ça veut dire qu'on est prêt à débattre avec nous. Je le dis en blague. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'on est prêt à discuter. Vous ne m'avez pas suivi. Vous n'avez pas entendu. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous m'avez suivi, bien sûr. Bon. Donc, la sécurité numérique des données est une question de sécurité nationale. Mais malheureusement, un pays qui prend tout son système biométrique le donne à des Malaisiens. Ses cartes d'identité biométrique, ses passeports le donne, son système de visa le donne à une société Schneider, je pense, de Victovo. Est-ce que vous avez dénoncé ça en ministre? Laissez-moi la parole. Si vous avez envie de poser la question. Non, je rencontre juste, je vous laisse. Hein. Oui. Si vous lisez le livre, j'étais ministre des Transports. Je dis comment on s'est opposé, le Premier ministre de l'époque, Abdoulaye et moi, à la mise en place de ce système de visa qui n'avait aucun sens. D'abord parce qu'il était contre-productif, et on a montré, chiffres et études à l'appui, qu'il allait faire chuter le transport, enfin les visiteurs du Sénégal, les touristes en particulier. Parce que vous êtes en concurrence avec le Maroc, avec 400 €, vous avez peut-être 2 jours, 3 jours, nuitée complète à l'hôtel, ou 500 €, vous avez l'avion, nuitée complète à l'hôtel. Pour venir au Sénégal, rien que le billet vous coûte plus cher. Les gens veulent venir malgré tout, et vous leur mettez 50 $, il faut aller jusqu'à l'ambassade, ou à Lyon, ou ailleurs, au consulat, remplir le. Vous pensez que les gens vont venir? Ils ne viennent pas. Et ça n'a pas loupé. Ça a fait chuter les fréquentations des vidéos au point où ça a été supprimé. Le ministre de l'économie à l'époque, vous connaissez ce qui c'était, et combien ils ont remboursé à Victor. Ça, c'est un point de passage. Je l'ai dit dans le livre que je fais. Comme je me suis opposé à d'autres politiques, c'est d'ailleurs ce qui a d'ailleurs valu qu'on me vire une première fois du gouvernement en 2004. Des infrastructures, des choses qu'on ne peut pas accepter de faire ou de faire quand on est ministre parce qu'on en répond. C'est long d'en parler. Pour revenir à la question du numérique, comment peut-on livrer ces données capitales à des sociétés étrangères? Ça veut dire que nous-mêmes, on se met en danger.
quand on sait que, posséder ces données, vous voyez ce que la Russie fait avec les élections américaines. C'est que vous pensez qu'ils le font qu'avec les élections américaines. Et surtout que vous voyez comment la Russie s'intéresse davantage à l'Afrique. On parle souvent de la France, nous-mêmes on a dit que la France avec son décret qui est arrivé à la dernière minute, ou un de ses candidats, mais Vous n'allez pas. on ne parle pas d'autres qui peuvent avoir une influence à travers toutes les ouvertures ou toutes les opportunités pour toutes les faiblesses que notre système offre. Je ne parle même pas des milliers. Le problème numéro un, ce n'est même pas la sécurité des données numériques, c'est la sécurité des données. D'ailleurs, les parrainages le montrent. Vous avez les systèmes de tontine, les kiosques de ceci ou cela. Vous voulez vous abonner ici chez tel opérateur qui vous demande votre carte d'identité, mais ce n'est pas nécessaire qu'il vous demande une copie de votre carte d'identité. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font. Donc, déjà, l'application des lois qui existent sur la sécurité des données est très, très lâche. Il n'y a aucun respect. Pas plus qu'on respecte le code de la route, on ne respecte pas les autres codes. Un pays où ça respecte les codes, où ça ne les respecte pas. Maintenant, il peut y avoir des nuances. Mais nous, on ne respecte pas les codes. Les codes, c'est pourquoi d'ailleurs il y a ce débat sur la Constitution. Il n'aurait jamais dû exister dans un pays normal. Donc, il faut qu'on commence par le respect des données à tous les niveaux. Maintenant, ce respect est rendu beaucoup plus accru, beaucoup plus prégnant, parce que avec la cybercriminalité, les gens qui sont ailleurs pour avoir accès à vos données et faire ce qu'ils veulent avec eux. Nous, nos données, nous n'avons même pas la question de souveraineté qu'on pose, nous n'avons même pas le sentiment que la souveraineté passe par une protection rigoureuse des données des populations. Quand on laisse encore une fois tous nos passeports à des sociétés malaisiennes, une société, une droit privé ou un public. Alors qu'on avait le système, ceux qui ont fait le système guidé, qui ont fait d'autres, et c'est là où nous disons, nous pensons à l'expertise nationale, nous savons que les systèmes peuvent faire. Vous savez, ceux qui font les passeports là, ils n'ont rien inventé. Vous êtes informatiste, enfin, vous êtes dans les télécoms, vous savez très bien que la seule chose dont on a besoin dessus, c'est juste là, le système de sécurité qui permet. Ça se vend. C'est des sociétés, ils ont acheté ça chez les Belges, c'est comme chez là, ils ont acheté le système de sécurité chez les Belges, qui leur vendent et qui leur laissent faire comme ils veulent. Le reste, vous pouvez le faire. Prendre une photo, mettre les noms et mettre dessus les interfaces ou les trucs de sécurité nécessaires, les couches de sécurité nécessaires. Ça, vous pouvez le faire si on vous vend votre couche de sécurité, votre puce de sécurité. Donc, c'est par volonté de s'enrichir facilement que les gens passent par des sociétés avec lesquelles ils peuvent signer ce qu'ils veulent et puis avoir des virements dans des paradis fiscaux d'une partie de l'argent qui est ainsi généré. C'est tout. C'est comme ça que notre pays est surexposé à des dangers. C'est pourquoi nous disons, voilà, la sécurité numérique du pays sera traitée à un niveau extrêmement important et par des gens qui ont seulement, comme aux États-Unis, comme ailleurs, accès aux données. D'ailleurs, j'en profite pour dire, non seulement c'est la raison pour laquelle il y a des données qui peuvent être accessibles que par des citoyens, et c'est la raison pour laquelle aussi certains citoyens peuvent être libérés de leur nationalité, de cette autorisation, parce qu'ils peuvent avoir accès à des données extrêmement fondamentales du pays. Et c'est tiré SBL. Je ne suis pas dans. Bon, voilà. Donc, je crois avoir été clair sur. Alors, la question non, des tontines, elle a fait une contribution très intéressante et on s'est bien compris. Je pourrais donner des exemples vivants que j'ai vus. On continuera le débat et vos commentaires, je les prendrai volontiers, mais j'ai déjà entendu ça. J'ai vu des situations graves dans le pays. Et vous comprenez, quand vous voyez ces situations-là, vous comprenez que fatalement, un jour, les gens iront en mer. Vous voyez des femmes au bord de l'eau, dans la région de Kolda, au bord de l'eau.
qui creusent des petits puits parce que pour descendre chercher de l'eau dans le fleuve, c'est compliqué. Creusent des petits puits, qui sont pour, comme on les appelle, et qui remontent avec des seaux. Vous avez vu? Vous avez vu? Il suffit d'une motopompe, d'un petit système de réservoir. Et même là, on n'a même presque pas besoin de réservoir, juste que l'eau est là disponible, c'est le réservoir, c'est le fleuve. Et un système d'arrosage. Et c'est quand vous changez leur vie. Ça demande combien? 2 millions de francs CFA. Et si vous les organisez bien, vous avez un grillage à côté. Et si vous les organisez encore mieux avec ce système, vous pouvez leur mettre 2, 3, 4, 10 vaches et elles vont faire des petits frangins. C'est ça qui fait, Michel Diaye, madame, c'est ça qui fait que notre programme est touche beaucoup plus aux Sénégalais de base, grassroots, comme ils disent les Américains, à la vie des populations de base. Quelqu'un a parlé du Ferlo, 100 mètres de profondeur de puits. Nous, on dit que c'est ça qu'on va attaquer d'abord. On va commencer par prendre les fonds politiques, 2 milliards peut-être. Le reste, on va mettre fonds d'urgence pour aller vite avec un contrôle des organisations citoyennes et faire en sorte que ces femmes-là, 100 mètres de puits de profondeur, au lieu de faire ça avec la main ou des arbres, de faire avec une motopompe et un petit récipient. C'est 2 millions. Ça change la vie d'une communauté. Et ça, nous le ferons immédiatement. Dites-moi quel est le candidat qui dit. Beaucoup ne connaissent même pas le Ferlo là, comme quelle est la situation. Nous connaissons. C'est ça la différence. Et pour débattre, mais on a déjà engagé un débat. Les gens nous disent, vous êtes suicidaire. Je termine là-dessus. Ce n'est pas une obsession, hein, cette affaire. C'est une illustration. Les gens, même chez nous, en interne, on a eu du mal. Les gens ont dit, c'est suicidaire d'engager le débat sur la nationalité avec le Parti démocratique sénégalais, avec un parti qui est non seulement riche de plusieurs députés, mais riche de plusieurs, et peut-être avec des connexions. C'était suicidaire. Nous avons débattu. Quels sont, et c'est là où vous devez faire la différence, monsieur, madame. Si vous avez votre carte compte pour moi. Votre carte à vous. Et c'est là où vous devez faire la différence. Combien sont-ils qui auraient dit facilement à Macky Sall, parce que c'est vrai que c'est facile de débattre avec Amadou Ba ou Macky Sall, qui auraient dit facilement à Macky Sall, non, on est contre l'article 27 de la Constitution, ne touche pas à la Constitution. Y compris des noms politiques, hein, des gens de la société civile et autres. Mais combien ont osé être à notre côté et dire, non, touchez pas à l'article 28 de la Constitution, ou pour le respect de l'article 27 de la 28 de la Constitution. Combien ont-ils été? Donc, beaucoup, y compris d'observateurs qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun intérêt politique, aucun enjeu politique, nous ont dit que nous sommes vendus. Alors que nous avons pris un risque immense. Si nous n'avons encore notre République des valeurs, nous n'avons que notre honneur et notre dignité, et le fait que nous avons un combat pour nous depuis des années contre le régime, mais contre tous ceux qui veulent faire du Sénégal une république bananière, y compris ceux qui ne sont pas dans le régime. Nous avons été au Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel nous avait donné, infirmé notre position, et nous aurions été traités de tous les noms d'oiseaux et couverts de ridicule, nous avons osé mettre ce que nous avions de plus important, notre dignité et notre honneur, sur la table, pour dire que nous défendons la Constitution de la République du Sénégal et qu'il n'y a que ça. Personne d'entre eux n'a osé le faire. Il y a même aujourd'hui des gens qui disent qu'il n'y a pas que eux. Parmi l'opposition, il n'y a pas que. Ça veut dire que nous, comme nous défendons la Constitution, nous avons, avec fierté, avec honneur, avec courage, avec dignité, dit que la Constitution est au-dessus de tous les arrangements, de tous les micmacs, de tous dans cette vie. Merci beaucoup. C'est très sympa. D'habitude, on dit que Tchano Al-Tansal, c'est quelqu'un qui tire le. Ah bon, hein? Mais en tout cas, félicitations et merci. Avant de rendre la parole à Dr. Asfidia. Il ne faut pas écouter les mauvaises langues. Non, il faut se faire sa propre idée. oui, mais Lisez un peu les livres pour les écrits qu'on a fait, vous verrez qu'il ne faut pas avoir aimé Bob Marley,
je sais pas. Avoir lu André Malraux Louis et Marteau, Nelly Aimé Césaire, Écoutez le Nico. Louis Armstrong. Ok, quoi. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est juste pour dire que, en fait, c'est important, comme je le disais, et je reviens, je persiste, d'écouter les idées d'un candidat, parce que le pays est sérieux, on a beaucoup de projets, et je pense que vous avez du mérite, tout à votre honneur, d'être là en face de nous et de décliner votre projet de société pour le Sénégal. Ne serait-ce que tout ça, on vous félicite, on vous remercie. Le 25 février, ce n'est plus loin, les citoyens vont décider, je vous le souhaite, que vous accédez à cette fonction suprême pour le bien-être des Sénégalais parce que vous semblez être très lucide et très conscient de ce qui se passe dans ce pays. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons besoin vraiment de transformer positivement ce pays-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite le meilleur pour le reste. Je donne la parole à Dr. Assoudjaï pour conclure le débat et poser la question. Donc, en tout cas, demandez à M. Tchernoal Sansal de laisser une question pour le prochain candidat, tout en répondant à la question qui vous a été adressée par le candidat qui vous a précédé à ce fauteuil-là. Merci beaucoup, Dr. Assou, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tierno, comme j'ai l'habitude de te le dire. Merci du fond du cœur. Effectivement, tu me permettras juste avant en fait, de revenir à ce que disait M. Asmadel Mengel, que je suis beaucoup, effectivement. Et vous avez effectivement raison par rapport à la publicité, on va y remédier. Inch'Allah. Autre chose aussi, vous invitez le candidat à débattre avec d'autres. Effectivement, c'est l'objectif. Si vous avez bien lu la lettre qu'on vous a fait parvenir, il y a un débat qui est prévu entre les candidats et on espère que vous accepterez de venir nous rejoindre dans ce jeu démocratique-là quand ce sera le lieu. Voilà, on vous invite à venir débattre avec d'autres candidats. Vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Sinon, le candidat précédent, vous avez laissé comme question, vous avez 30 minutes, voire 45 minutes pour y répondre. La question... non, secondes, pardonnez-moi. Je dis minutes, je réponds n'importe quoi. 45 secondes pour y répondre, c'est par rapport à votre politique de jeunesse. Qu'est-ce que vous avez comme politique de jeunesse? Entre autres, je voudrais aussi remercier le candidat. D'abord, d'avoir été très ponctuel, je le répète, voilà, la galanterie, on sait tous ce que c'est. Et au-delà de cela, le remercier aussi parce que nos échanges ont été très faciles, vraiment. Et je me rappelle bien quand je l'ai sollicité, c'est lui-même qui m'a rappelé, qui a pris le temps de me fixer un rendez-vous. Et voilà, je voulais le remercier pour ça, pour sa disponibilité et d'avoir été très, 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 très simple dans les échanges. Ça a été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fait plaisir. Pardon? Oui, c'est un Django. C'est certainement pour ça. Et donc, pour finir, vous aurez aussi une question à laisser au candidat prochain qui sera avec nous le mercredi 31. Et ce sera Aliou Mamadouja du PUR qui sera là le mercredi 31 janvier à partir de 17h. Vous aurez la possibilité aujourd'hui de lui poser une question. Il fera comme vous, 45 secondes pour vous répondre. Voilà. La question de Boubacar Camara sur le politique de jeunesse. Salut beaucoup, Boubacar Camara. Avant de répondre, je vous ai déjà dit que nous avons un programme, un agenda de campagne assez compliqué et que si ça nous trouvait, le débat nous trouvait à Tambacounda ou à Kolda, ce serait difficile de faire grand revenir. Et que ce serait un grand plaisir pour nous de, si c'était déjà prévu à l'avance ou si on avait organisé ça avant le début de la campagne, ça aurait été peut-être quelque chose. Mais je comprends aussi qu'avec les contraintes de conseil constitutionnel, tout ça, c'était compliqué d'organiser un débat avant le démarrage de la campagne. Mais nous sommes à l'écoute et nous verrons bien. Ce serait avec plaisir. Nous serons proposés. Parfaitement. Maintenant, pour ce qui concerne la question de Boubacar Camara, c'est que je salue au passage, je connais bien, c'est un programme. Je me demande à 45 secondes, c'est difficile de répondre. La jeunesse, c'est, si on considère ceux qui ont moins de 18 ans, 19 ans, c'est la moitié de la population. Si on va au plus jusqu'à 38 ans, c'est plus de 70% de la population. Disons que l'essentiel des politiques s'adresse à eux et les concerne.
notamment l'enseignement, la formation, la sécurité, tout ce qu'on dit, le numérique, la vision future qu'on a du pays, tout ça, c'est pour eux. Mais je pourrais difficilement répondre en 45 secondes aux enfants conviendrait. Je ne peux pas. Je vais poser une question par oui ou par non, plus simple à celui qui va m'asseoir ici, tout en n'ayant pas le sentiment d'être fait, parce que je vais vraiment voulu répondre à la question de Bakar Kama de manière plus large. Tu vais donner une question plus simple. Jusqu'où, le candidat qui va venir, jusqu'où est-il prêt à défendre la Constitution du Sénégal? Quelle a été sa position sur le débat sur la couverture de la Constitution? Merci beaucoup. C'est pas lui ou pas, non? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sall, d'avoir été présent. Merci à toutes les personnes qui sont là dans la salle. Merci à toi, Tiernon. On se donne rendez-vous le mercredi, comme je l'ai dit tout à l'heure, 31 janvier, avec le candidat du parti PUR. À partir de 17h, ce sera avec la Luz Mamadouja. Merci aussi à Madame Daniel d'avoir été parmi nous. Effectivement. Je le salue au passage, je l'ai beaucoup lu. Je ne le connais pas. Et vous avez beaucoup de questions en ligne, je vous les ferai parvenir.